Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 10e épisode de Parlons Crime. Je suis vraiment contente de faire cet épisode-là aujourd'hui, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc, je vais vous parler de la famille Bain aujourd'hui. Euh, donc, il y a Robin Irving Bain et Margaret Arawa Cullen qui se sont mariés en 1969 à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Ils ont eu 4 enfants. David est né en 1972, Arawa, né en 1974, Laniette, né en 1976, et Stephen, qui est né en 1980. Donc, en 1974, ils vont déménager à Papouasie-Nouvelle-Guinée, où Robin il va travailler comme enseignant missionnaire. La famille est finalement retournée en Nouvelle-Zélande en 1988. 3 ans après leur retour, Robin est devenu directeur de l'école Theory Beach. Puis, en juin 94, la famille a vie au 65 Avery Street à Dunedin. La maison était assez vieille, puis à moitié abandonnée. La plupart des pièces étaient sordides et en désordre. Les choses de la famille étaient étalées en tas désordonnés. En 1994, Robin et Margaret se séparent. Margaret s'intéressait au spiritualisme New Age. Elle va qualifier Robin de fils de Bélial, l'un des 4 princes héritiers de l'enfer. Ils se disputaient beaucoup et Margaret aurait même confié à une amie qu'elle tuerait Robin si elle le pouvait. Elle refusait de le laisser dormir dans la maison, alors Robin dormait souvent à l'arrière de son camion, près de l'école, puis lorsqu'il revenait le week-end, il dormait dans une caravane qui était dans leur jardin. Les collègues de Robin disent que durant ces moments-là, il était profondément déprimé au point que ça compromettait sa capacité à enseigner. Lianette, vivant en appartement à Dunedin, le 19 juin, elle va convoquer sa famille chez sa mère pour leur parler de quelque chose. Selon des témoins, Lianette voulait révéler que son père aurait commis des actes sexuels avec elle. Donc, ouais. David Bain, lui, il étudiait la musique et les lettres classiques à l'université d'Otago, puis il travaillait à temps partiel comme livreur de journaux du matin. Arawa était inscrite à l'école et Stéphane, lui, il était au lycée. Donc là, je vous amène au matin du 20 juin 1994. En revenant de sa tournée de journaux, David Bain y place un appel au 111 qui est le 9 heures. À 7h09 du matin, il semblait en détresse. L'appel au 911 il a été mis public, mais retiré par la suite. Donc, il y a une petite retranscription que j'ai trouvée. Donc, David y appelle puis il dit « Ils sont morts. Ils sont tous morts. » Le répartiteur dit « Qui est-ce? » David réplique « Ils sont tous morts. Je suis rentré à la maison et ils sont tous morts. » Le répartiteur « Où êtes-vous? » David « 65 Avery Street. Ils sont tous morts. » Répartiteur « Qui est mort? » David « Ma famille. Ils sont tous morts. Dépêchez-vous. » Répartiteur « Avery Street, c'est la rue qui croise Somerville Street? » David « Oui. » Répartiteur « Votre nom de famille? » David Bain. Répartiteur. Parfait, Bain. On est en route, OK? Les policiers seront là sous peu. Donc, c'est l'extrait de l'appel au 911 qu'on a, mais on n'a pas pu l'avoir l'extrait complet là, suite au fait qu'ils l'ont retiré de leurs médias. Les premiers policiers à arriver sur les lieux sont Geoff Willy et sa partenaire Kim Stephenson. À leur arrivée sur les lieux, lorsqu'ils approchaient de l'entrée, ils aperçoivent une tête et des épaules à une des fenêtres de la porte d'entrée. C'était David Bain. Les policiers, ayant craint que la silhouette se mette à tirer, ils ont éteint leur lampe de poche puis ils se sont cachés là, durant une vingtaine de secondes. Willy, qui était à droite de la porte d'entrée, voit une arme à feu sur le sol puis une main. L'agent Les Andrew et le sergent Murray Stop arrivent à leur tour sur les lieux. Ils prennent leur revolver et tentent à nouveau de convaincre David d'ouvrir la porte. Willy raconte s'être dirigé vers la fenêtre de la chambre de David Bain, qui était assis par terre. Il lui demanda d'ouvrir la porte, mais il a refusé. Il lui a alors demandé où était son père et il a simplement pointé du doigt la pièce de l'autre côté du couloir. Willy dira que c'était clairement un homicide grave. Willy aida à retrouver chacun des 5 corps. Il dira que la découverte la plus marquante, c'était celle de Arawa, car elle semblait avoir supplié à genoux avant d'être tuée. Kim Stephenson est resté dans le couloir et a trouvé le corps de Robin dans le salon. Il dit que les pleurs et les gémissements de David l'ont rendu méfiant. Stephenson explique aussi que tous les policiers étaient particulièrement vigilants pour ne pas perturber la scène de crime et qu'après l'inspection des corps, la première tâche a été de sécuriser les lieux.
L'une des tâches les plus cruciales était d'enregistrer les faits avant de déplacer les draps et autres objets pour retirer les corps. Les pièces étant très encombrées, il était difficile de déplacer les corps sans déplacer des objets environnants. Trevor Gardiner a eu la tâche difficile de filmer les lieux. Je vais vous mettre là la vidéo à l'instant. La vidéo a été tournée un peu plus de 3 heures après les 5 meurtres. La vidéo et les photos démontraient en détail les circonstances de la mort de la famille Bain, mais n'a malheureusement pas pu révéler l'identité du meurtrier. Dans la chambre de David, on retrouve plus de 100 munitions qui allaient avec les balles retrouvées sur la scène de crime. David avait des blessures au visage, aux mains ainsi qu'aux genoux. 4 jours plus tard, David Bain est arrêté pour le meurtre des 5 membres de sa famille. Donc, le procès de David Bain a duré 3 semaines et s'est tenu devant la haute cour de Dunedin en mai 1995. La couronne soutient que David a tiré sur sa mère, ses 2 sœurs et son frère avant de partir chercher ses journaux du matin à 5h45. Il rentre chez lui environ 1 heure plus tard, écrit un message sur l'ordinateur, puis attend dans le salon que son père rentre de la caravane avant de lui tirer une balle dans la tête. Il aurait ensuite appelé les secours. La défense, par exemple, eux, soutient que c'est Robin qui a tué sa famille par balle, puis a ensuite écrit le message pour David sur l'ordinateur et se serait ensuite suicidé. David serait revenu de sa tournée de journaux, a trouvé sa famille et aurait appelé les secours. Dean Cottle, un témoin qui devait témoigner pour la défense sur le fait que Laniette voulait révéler l'inceste que son père lui faisait subir, s'est finalement jamais présenté au tribunal. Closed its case in the retrial of David Bain. But in a twist, the jury, judge and lawyers are now taking a break for days. Reporter Vicky Wilkinson-Baker has been in court and joins us now live with the details. Good evening, Vicky.
Good evening. Well, a 5-day adjournment at this stage is unusual, and that means the court won't be sitting again until next Tuesday. Now, this has come about because there's not time for both the prosecution and the defence to complete their summing up before the weekend. So, after a bit of discussion, they decided it was better to move the whole thing through to next week. Now, the judge made this decision this afternoon after the last day of evidence. I issued a warrant for his arrest last week. An explanation from the judge about a prospective witness who's fled the country. Unbeknown to me at that time, Mr. Cottle had flown to Brisbane on the 16th of May. This is Dean Cottle in the mid-90s. He wasn't in court today, but what he told police about the accused sister Laniet 15 years ago was finally put before a jury. She told me that her father had been having sex with her, and this had been happening for years. Dean Cottle said they met up just days before the murders. Laniet was clearly agitated on the Friday afternoon before the killings. She told me that she was going home that weekend to tell the family everything about what had been occurring. Ni l'accusation ni la défense n'ont présenté de preuves quant au mobile du crime lors du procès. Le procureur de la Couronne a déclaré au jury que la situation dépasse l'entendement et qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Que leur tâche consiste à déterminer qui a commis cela et à ne pas vous soucier des raisons du pourquoi. Il saurait probablement jamais pourquoi David aurait commis les meurtres ou qui aurait commis les meurtres. J'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt dans les preuves. On a aussi retrouvé ils ont pris en photo les bas de David qui étaient absolument imbibés de sang. Donc, pour la couronne, c'était une preuve que David pouvait être coupable puisqu'il y avait les bas imbibés de sang. Mais ça peut aussi juste prouver que David s'est précipité dans la maison, puis il a vu les corps, puis il y avait du sang partout, puis il a pilé dedans. Ça veut pas nécessairement dire que c'est lui qui a commis les meurtres à cause des bas ensanglantés. Ils ont aussi trouvé des empreintes digitales, l'ADN de Stephen Bynes sur le fusil, des empreintes qui démontraient qu'il se serait défendu contre son tueur. Donc, ils ont présenté ça durant le procès de David Bynes. La première demande d'appel a été déposée devant la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande en 1995, donc la même année que son procès. Principalement pour savoir si le juge de première instance avait commis une erreur en refusant d'admettre le témoignage de Dean Cottle sur l'inceste. La Cour va refuser d'entendre appel au motif que la thèse de la couronne semblait très solide et la thèse de la défense totalement invraisemblable. Donc, en juin 1998, David y dépose une demande de grâce auprès du gouverneur général qui a ensuite été transmise au ministère de la Justice. Donc, en 2000, 5 ans plus tard, le ministère de la Justice, Phil Goff, a déclaré que l'enquête relève que plusieurs erreurs avaient pu être commises dans la thèse de la couronne contre David Bynes. En mars 2007, l'équipe juridique de David se rend à Londres pour présenter 9 arguments au conseil privé expliquant pourquoi la condamnation devait être annulée. 2 des 9 points concernent l'état mental du père de famille et son mobile possible, notamment les chances qu'il soit confronté à la révélation que sa fille voulait faire. Les 7 autres points concernaient des questions relatives à des éléments de preuve particuliers. Le conseil privé va déclarer qu'il y avait de sérieux doutes quant à la condamnation de David si les preuves découvertes après le procès avaient été soumises au jury. Le conseil privé conclut qu'ils sont d'avis que les nouveaux éléments de preuve présentés concernant les 9 points pris ensemble imposent que conclure qu'une erreur judiciaire substantielle a effectivement eu lieu. Le conseil privé a annulé les condamnations de David Bynes et a ordonné un nouveau procès, mais il devra rester en détention jusqu'à son nouveau procès. Le 15 mai 2007, David sera libéré sous caution par la haute cour de Christchurch. Le juge Fogarty a déclaré qu'en vertu du droit néo-zélandais, il n'y avait aucune raison de le maintenir en détention. Au total, David a purgé près de 13 ans sur sa peine de prison à vie. Le nouveau procès a lieu à la haute cour de Christchurch. Le jury prête serment le 6 mars 2009 et David plaide non coupable pour les 5 chefs d'accusation de meurtre. La défense présente des preuves documentées concernant l'état d'esprit du père de famille de Robin Bynes et ont soutenu qu'il avait commis les meurtres pour ensuite se suicider en raison d'une relation incestueuse avec sa fille, Laniet, qui allait tout avouer. Le procès a duré environ 3 mois et le jury a mis moins de 1 journée pour délibérer sur un procès de 3 mois. 1 journée, je trouve que c'est pas vraiment assez.
David Byrne va être déclaré non coupable des 5 chefs d'accusation de meurtre. Après ce procès, le coroner en chef de Nouvelle-Zélande a consulté le coroner local et d'autres personnes afin de décider s'il y avait lieu de mener des enquêtes sur les décès. Le verdict laissant entendre que les certificats de décès pourraient être inexacts. Cependant, aucune enquête a eu lieu. Un porte-parole du barreau a souligné que même si les conclusions du coroner étaient en désaccord avec le verdict du nouveau procès, cela ne pouvait pas donner lieu à aucune autre action en justice contre David. Après son acquittement, David Byrne a pris 3 mois de vacances en Europe, financés par les gens qui avaient pitié de son cas, qui avait fait 13 ans de prison, pour finalement être déclaré non coupable. 10 mois plus tard, il peine à trouver du travail, puis il était sans ressources. L'avocat de la défense, Peter Williams, a déclaré que David souffrait de la stigmatisation que subissent les anciens détenus qui réintègrent le marché du travail. Donc, en mars 2010, David va déposer une demande d'indemnisation pour son emprisonnement injustifié. Son cas ne relève pas des règles du cabinet en matière d'indemnisation, ce qui signifie que le gouvernement n'est pas en obligation de lui verser quoi que ce soit, mais il pouvait le faire s'il était en mesure d'établir son innocence. Puisque l'histoire des Byrne était très médiatisée, le ministre de la Justice, Simon Power, a choisi un juge étranger, le juge à la retraite de la Cour suprême du Canada, Ian Binnie, pour examiner la demande d'indemnisation de David. Environ 1 an plus tard, le juge Binnie conclut en septembre 2012 que la police de Dunedin avait commis plusieurs erreurs flagrantes ayant directement conduit à la condamnation injustifiée et que David était innocent des meurtres de 1994 et devait donc être indemnisé pour la condamnation injustifiée et la peine d'emprisonnement. Dans le cadre de son enquête, le juge Binnie a interrogé David pendant une journée entière et l'a décrit comme un témoin crédible. Judith Collin, ministère de la Police au moment de l'acquittement de David en 2007, était désormais ministère de la Justice. Désapprouvant les conclusions de Binnie, elle a sollicité l'avis de la police, du solliciteur général et de l'ancien juge de la Haute Cour Robert Fisher sur son rapport sans consulter le cabinet et avant de remettre à l'équipe juridique de David. Fisher a affirmé que Binnie avait commis d'importantes erreurs de principe. Collins a donc décidé de publier un autre rapport. Madame Collins a publiquement critiqué le contenu du rapport de Binnie. Et en réponse, Binnie accuse Collins d'avoir utilisé le rapport à des fins politiques. Binnie a déclaré avoir examiné l'ensemble des preuves tant pour que contre David et dit que le gouvernement cherche manifestement un rapport qui pourrait leur permettre de ne pas verser l'argent d'indemnisation. En janvier 2013, David dépose une plainte devant la Haute Cour pour obtenir un réexamen des actions de Collins, alléguant qu'elle avait enfreint la justice naturelle et la loi néo-zélandaise sur les droits de la personne en agissant par mauvaise foi. En 2014, Collins démissionne de son poste suite à des inquiétudes concernant d'autres controverses dans lesquelles elle était impliquée. Le gouvernement demande un second rapport à un juge australien à la retraite, Ian Callinan. Il a été sélectionné en raison de sa vaste expérience pénale et de son apport à l'enquête sous un angle nouveau. Il lui a été demandé de ne pas lire le rapport de Ian Binnie et il a décidé de ne pas parler avec David durant son enquête. Le 2 août 2016, Callinan en a conclu que David n'était pas innocent selon la prépondérance des probabilités. En réponse, David se dit écœuré par les commentaires négatifs faits par Callinan à son égard. L'équipe juridique de David a indiqué que le rapport devait être rejeté ou soumis à un examen sous peine de contester sa validité devant les tribunaux. Sur la base du rapport final, la couronne rejette la demande de David pour son indemnisation. Elle lui propose toutefois 925 000 $ pour régler l'affaire et permettre à tous les partis de tourner la page. David va accepter leur offre, bien évidemment. Là, il n'a pas tout fait ça pour avoir de l'argent pour finalement refuser une aussi grosse somme. Donc, après avoir reçu son versement, David s'installe d'abord à Christchurch, où il tombe amoureux d'Elizabeth Davy, institutrice. Elle a aménagé dans le petit appartement à l'arrière de la maison qu'elle possédait à Redwood, au nord de la ville. David travaillait dans une société d'ingénierie locale et sa copine à l'école Cotswold, où elle enseignait en CM2. Ils vont se fiancer en 2012, puis se marier en janvier 2014 dans la banlieue sud de Christchurch. Peu après le mariage, le Herald, le journal de la Nouvelle-Zélande, révèle que le témoin de David était Paul Tenue, condamné à la prison à vie pour avoir violé et assassiné Kimberly Schroeder, une femme de 21 ans, en 1994. Quelques mois après leur mariage,
David confirme qu'Elizabeth est enceinte et que leur fils était né en décembre 2014. Le prénom du garçon n'a pas été rendu public, bien évidemment. Leur fille est née en 2017, surnommée Sophie Arawa Caroline dans la même année. David va changer son nom pour William Davy. Il l'a peut-être changé car son nouveau surnom a été publié dans les médias. Il habiterait présentement avec sa femme et ses 2 enfants dans le Waikato, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est ça pour l'histoire de la famille des Bain. Je vais donner mon avis parce qu'on est là pour en parler, justement, donner notre avis, qu'est-ce qu'on en pense. Pour moi, j'ai 2 possibilités que je verrais qui soient arrivées. La première étant que c'est le père, c'est Robin Bain qui aurait tué toute la famille car il a su que sa fille allait avouer l'inceste puis il voulait pas que ça se sache pour détruire son mariage ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se peut. Ça serait pas la première fois qu'on verrait des choses comme ça. Mais la deuxième possibilité que David Bain soit coupable et ait tué toute sa famille en est une très bonne aussi. Pourquoi il refusait d'ouvrir la porte quand les policiers étaient là? Pourquoi c'est le seul qui a survécu? Bref. J'espère que l'histoire vous a plu. Je suis en train d'écrire une très grosse histoire qui va sûrement durer longtemps. Peut-être que je vais faire un épisode genre très long ou je vais peut-être faire 2 épisodes moyens. Vous me direz ce que vous préférez, là. Cette vidéo-là risque de sortir d'ici environ 2-3 semaines parce qu'elle est assez longue à écrire puis je suis en plein dedans. Toutes les sources utilisées dans ma vidéo vont être écrites en description de ma vidéo, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez aller voir là. Puis on se revoit pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye!